de la Bible. Et ensuite, il est évident que Breuer n'est pas l'inventeur de la psychanalyse. Breuer et Freud, à l'époque de leur collaboration, ont mis au point une méthode cathartique, mais Freud fonda la méthode psychanalytique. La méthode cathartique, comme nous allons le voir, est une méthode psychothérapeutique fondée sur la technique de l'hypnose. C'est à l'occasion du traitement d'une patiente nommée par Breuer Anna O que la méthode cathartique fut établie. Voilà. Sauf qu'en fait, il l'invente, mais il ne l'approuve jamais en réalité. Hein. Parce que Anna O, elle n'a jamais été soignée. C'est ça le problème. Et que du coup, Freud va totalement délaisser l'hypnose hein, suite à cette aventure. Et il va se tourner vers une psychothérapie classique, c'est-à-dire juste par la parole. Donc, ensuite, on peut faire une petite analyse sur l'hystérie. Parce que c'est marrant, l'hystérie. Juste à ce moment-là, on a l'apparition d'énormément de cas, justement, d'hystérie. Je trouve ça étrange, juste au moment où on fait des expériences, justement, sur la morphine, la cocaïne, etc. On a des femmes qui sont présentées dans les universités de médecine comme étant hystériques. Comme par exemple cette patiente-là, mais moi j'ai énormément de doutes. On peut me raconter ce qu'on veut, mais moi, ma foi, en fait, inconsciente peut-être, me fait penser plutôt que ces gens-là... Enfin, ces histoires-là sont bien trop troubles. Voilà. Ce sont des histoires brisées. Souvent, on n'a pas les identités complètes. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là. Ils ont souvent passé énormément de temps dans les institutions médicales où ils ont pu être drogués. Ils ont pu subir des tas d'expérimentations. Et ensuite, ils finissent comme cobayes. Comme cobayes pour ces fous scientifiques universitaires. Voilà. Et là, on a un petit extrait. Tel est le tableau clinique présenté par Anna O. L'on peut voir que l'hystérie est une affection psychique se manifestant par des troubles à la fois psychologiques et somatiques, mais avec la particularité étonnante de ne présenter aucune atteinte organique décelable. Voilà. Donc, effectivement, moi, ça me fait penser à la possession, tout simplement. Tout simplement. Et quand une personne, elle souffre de ce genre de choses, on ne fait pas des expériences sur elle. Au contraire, on la fait se reposer et on l'entoure d'amour et de prière. Mais le problème, vous savez aussi, c'est que cette société-là, elle s'est détachée des gens faibles. En fait, des gens qui ont des problèmes. On préfère les laisser à des inconnus et des fous qui vont expérimenter des tas de choses sur eux, plutôt que de simplement s'occuper de nos proches et de nos malades. Et rester en communauté surtout. Ça veut dire rassembler les familles entre elles, plusieurs familles entre elles, se mettre entre nous, et puis voilà, et puis nous protéger les uns les autres, et nous aider les uns des autres. Afin qu'on puisse naître, vivre, et mourir en sûreté, loin des dangers scientistes, de quelque sorte que ça soit, aussi bien avant ou pendant ou après notre mort. Et en résumé, la théorie de Freud aussi, ça peut se résumer tout simplement concernant l'hystérie, c'est que en fait, vous avez été traumatisé par un manque d'excitation libidinale. C'est parce que vous n'avez pas eu ce qu'il vous fallait en fait, là où il vous fallait. Et ça se résume très bien. Hein. La thèse soutenue par Freud concernant l'origine du symptôme hystérique est de dire que c'est une émotion non exprimée, une émotion réprimée qui génère le symptôme et une émotion non extériorisée, une excitation lipidinale qui n'a pas pu être canalisée, contenue dans une forme d'expression. Voyez, le lipidinal doit avoir une forme d'expression, sinon ça va vous créer des névroses. Vous allez être malade en fait si vous ne faites pas l'amour. Voilà. Et c'est vrai, c'est toutes les mentalités de notre siècle. Hein. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec quelqu'un et vous envoyez pas en l'air 3 fois par jour, c'est que vous avez un problème. Hein. Si vous êtes chaste ou quoi, non, cette société, elle ne le supporte pas. Hein. Regardez ce qu'ils ont fait médiatiquement. Hein. Je veux analyser juste médiatiquement. De la seule pseudo-vierge qu'ils nous ont présentée, la Britney Spears. Regardez le traitement qu'ils en ont fait, tous les médias. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'elle passe à la casserole. À aucun moment, ils l'ont respectée. C'est pareil comme ça avec toutes les starlettes qui ont suivi. Miley Cyrus, toutes. Il y a une vraie souillure de l'innocence et de la virginité. Et sinon, on vous dit, vous êtes hystérique. C'est quand même grave. Et en plus, ces gens-là n'ont aucune preuve pour rien. Ils n'ont aucune preuve pour vous obliger à prendre
aucun médicament que ce soit. Et je veux que cette vidéo vous aide à bien comprendre ça, hein. C'est pour ça qu'elle est hyper importante. Même si elle est longue, c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Freud lui donne le nom de traumatisme. Voilà. Vous êtes traumatisé parce que vous n'avez pas extériorisé une excitation libidinale. Nous enrichissons un peu plus loin la notion de traumatisme, mais contentons-nous de cette définition pour l'instant. Voilà. Acceptons les choses comme on nous dit, hein, et puis on vous expliquera plus tard. Une fois que vous aurez bien été modifié dans votre genre, dans votre façon de penser, dans tout, sans aucune preuve de rien. Attendez, mais c'est ces utopistes-là qui dirigent le monde, là, hein? Tout le temps, sans cesse, on demande aux croyants de prouver ce qu'ils avancent. Mais déjà que les païens prouvent ce qu'ils avancent, déjà. Donc, au-delà de partir du principe que, et du postulat qu'il y a un traumatisme, voyons maintenant la méthode employée par Freud. La méthode cathartique élaborée par Breuer et poursuivie par Freud, non, c'est en réalité faite par Freud, consiste donc, 1. À faire sortir de l'oubli le traumatisme. Vous voyez, il part du principe que vous avez un traumatisme. Donc à partir de là, ils vont s'acharner à vous le faire sortir, par tous les moyens que ça soit. À faire passer le souvenir de l'état inconscient à l'état inconscient. Mais là, du coup, on a le mot qui est lâché, le souvenir. Et du coup, l'inconscient, il n'y a pas d'inconscient, c'est la mémoire. C'est soit la mémoire qui se souvient, soit la mémoire qui refuse de se souvenir ou qui simplement n'a plus aussi les capacités de se souvenir à cause de l'aluminium, etc. C'est pour ça que juste avant, quand vous parlez des lapsus, c'est hyper intéressant. Parce que quand on a une trop forte dose d'aluminium dans le corps, ça produit des lapsus, justement. Ça produit des perturbations cognitives dans l'enchaînement des réflexions, etc. Ce qui fait que des fois, vous attendez un peu, vous galérez un peu à retrouver vos mots, etc. Donc, mais tout ça, c'est dû à l'aluminium aujourd'hui, à tous les produits chimiques qui nous mettent dans le corps, et c'est absolument pas dû à un traumatisme quelconque qui a été enfoui dans une mémoire qui a disparu. Et qui est inconsciente. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas y avoir accès. C'est ça le plus fort, en fait, parce que votre mémoire, vous y avez accès au bout d'un moment. Et puis, en fonction de ce que votre être a aussi eu besoin de se souvenir. À rendre possible l'extériorisation de l'émotion, jusque-là inconsciemment réprimée, inconsciemment refoulée hors de la conscience. Pourquoi méthode cathartique? Parce qu'en grec, catharsis signifie purgation. C'est l'enfer de votre âme, hein. Ils sont en train de faire l'enfer de nos consciences. Évacuation du trop-plein, et parce que précisément cette méthode psychothérapique permet l'évacuation d'un trop-plein émotionnel, affectif, libidinal. Vous voyez ? Comment ? En fait, ils attendent de vous faire péter un câble, et là, ils vous disent, c'est bon, on a libéré le trop-plein affectif. Et il y a combien de gens qui vont chez le psy et qui pleurent? Il y a combien de gens qui se remettent en question sur leur sexualité ou qui cherchent à exciter leur sexualité à cause de ces théories fumeuses. Et on vous dit, quand ça fonctionne pas, quand ce trop-plein peut enfin se déverser, s'écouler, enfin quand ça marche, quand ce trop-plein peut enfin se déverser, s'écouler, s'évacuer, le symptôme hystérique se dégonfle, n'a plus de raison d'être, c'est l'abréaction, c'est-à-dire la disparition du symptôme. Il s'agit là d'une conception dite économique de l'hystérie, l'hystérie étant ici pensée sur le modèle d'une régulation énergétique. Voilà. Sauf que, vous voyez, l'hystérie aujourd'hui n'est toujours pas guérie. Les gens sont toujours sous camisole et drogués par des médicaments. Donc, ils n'ont toujours pas résolu en réalité le problème. Si c'est un problème de l'âme, ils n'ont pas résolu le problème. Et si c'est un problème du corps, eh ben, ils ont simplement drogué le corps. Mais si vous enlevez les médicaments, les symptômes reviennent. Alors, au-delà d'avoir créé simplement une théorie et une conception, en fait, de l'âme et de la mémoire, ce qui est bien et louable, parce que tout le monde recherche la vérité et tout le monde est sur le chemin de la sagesse. Le plus grave, c'est d'avoir prétendu que cette méthode-là, qui est théorique, soigne et que ça peut être perçu comme une cure. Ce qui a produit du coup toute une économie autour, obligeant les gens
enfin forçant les gens, pour certains même, hein, à coups de loi, etc., à aller consulter ou à aller se faire droguer à coups de médicaments. Alors que Freud lui-même le dit, que cette technique-là ne fonctionne pas avec tous les patients. Et le professeur lui-même le marque. Je vais vous le montrer, hein. De plus, la technique ne fonctionnait pas avec tous les patients. Voilà. La libre association se fonde sur le principe du déterminisme psychique. Donc en fait, sur un postulat, de même que la science postule l'existence d'un déterminisme physique, hein, et ils oublient le physique rationnel, hein, c'est-à-dire la raison dans l'humain, dans le monde. Il n'y a pas d'effet sans cause, tout phénomène est nécessairement déterminé par un antécédent causal. La psychanalyse présupposera donc l'existence d'un déterminisme psychique. Une pensée, un sentiment, un geste, un désir ne survient jamais par hasard, de manière arbitraire, mais prend sa place dans une chaîne psychique causale. Fort de ce principe, Freud a sollicité la libre parole du patient afin de dénouer les conflits psychiques perturbateurs. Cette libre parole est ainsi devenue la technique de base de la cure psychanalytique. Voilà. On part du principe qu'il y a une raison, en fait, et il y a une logique dans l'association de vos mots. De vos mots M-O-T et de vos mots M-A-U-X aussi. Mais là, c'est de vos mots surtout M-O-T. Donc, en fait, on va vous soigner par la juxtaposition des mots M-O-T qui vont vous aider en fait à faire survenir le traumatisme libidineux, hein, toujours, basé sur les différents stades que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui sont tout aussi fameux et tout aussi improuvés. Voilà. Donc, on présupposera, hein, et surtout, ça ne fonctionne pas. Et il y a bien marqué, hein, la psychanalyse n'est pas prioritairement une méthode thérapeutique. Et c'est honteux de marquer prioritairement, parce que là, c'est la novlangue, encore. Ce n'est pas tout court une méthode thérapeutique. Ça ne soigne pas. On ne peut pas mettre thérapeutique. Alors, s'il y a usurpation là, de méthodes de soins, c'est bien là, hein. J'écoutais là aujourd'hui la vidéo de Jean Droc là qui disait que en Amérique il y avait un Indien qui allait être condamné à je sais plus combien d'années de prison parce qu'il avait fait un baume qui soignait les gens. Mais attendez, mais Freud il mérite combien d'années de prison là, hein? Et tous les psychologues là de mes deux, hein, qui ont une plaque partout, qui ont pignon sur rue, qui ont jamais rien prouvé. Hein? Qui gagnent combien? Il y a combien d'enfants qui vont voir ces gens-là? Hein? Sans qu'ils aient jamais rien prouvé. Et pourtant, on marque bien. La psychanalyse n'est pas une méthode thérapeutique. Tout comme les vaccins ne soignent pas. Alors, faut arrêter. Tout comme voter n'est pas un droit. Personne ne s'est jamais battu pour voter. C'est quelque chose qu'ils ont donné parce qu'il y avait tellement de pression sociale que du coup, ils se sont dit, bon, on va rester entre nous, mais on va leur donner le choix de choisir lequel ils prennent entre nous. Voilà. C'est ça, le vote. C'est pas un droit. Arrêtez de voter. Et attendez, c'est plus fort encore, hein, parce qu'en fait, c'est juste une recherche sur l'âme, tout ça. Le but poursuivi par la psychanalyse apparaît donc comme un but scientifique. L'enjeu de la connaissance primant sur l'enjeu thérapeutique. Donc en fait, vous êtes les cobayes de cette idéologie-là. Votre âme et votre conscience servent de cobayes à la psychanalyse. Donc arrêtez d'y aller. Arrêtez d'y aller. Par leur méthode, ils ne font que expérimenter votre âme. De voir comment elle est composée, si elle est résistante, si elle est construite, si elle est religieuse, si elle est spirituelle, voilà. Et tout ça ne servira qu'à vous dénigrer. Hein. Si vous êtes communautaire, on dira que vous êtes quelqu'un de fermé. Si vous êtes quelqu'un de traditionnaliste, on dira que vous êtes extrémiste ou que vous êtes, je sais pas moi, réactionnaire. Ou enfin, ils trouveront des termes péjoratifs pour déterminer la chose.
Si vous voulez dévoiler la vérité, ils diront que vous êtes un complotiste. Enfin, ils trouveront toujours un terme pour vous dénigrer. C'est normal parce que ils veulent pas être mis en question. Et en plus, ils le disent de toute façon. C'est pas leur but. Parce que s'ils vous soignaient, bah, après, ils feraient quoi de vous bah, ils auraient plus de commerce. Ce serait embêtant quand même. Si la psychanalyse cherchait avec trop d'insistance à guérir son patient, il nuirait même au processus de la cure. Et là, vous savez quoi? Là, c'est pareil, hein, c'est un la novlangue au processus de la recherche scientifique. Et c'est une honte de voir des professeurs d'université qui copient, qui collent ce genre de cours, quoi. Et c'est plus fort encore, hein. La cure est une lente voie d'accès à la connaissance de l'inconscient. Voilà. Ils vont en fait aller à la connaissance de votre mémoire grâce à ça. Et finalement, la guérison viendra, si elle vient. Alors comment elle vient toute seule, hein, si elle vient, de surcroît. Voilà. Hein, si elle vient. Est-ce à dire que la psychanalyse soit un être insensible, sourd à la souffrance d'autrui? Le prof dit, il n'en est rien. Moi je dis, bah oui, ils en ont rien à faire. Hein. Ils vous allongent sur le divan, ils vous font bien chialer un petit coup. Ils ramènent deux couples qui vont se déchiqueter en se disant les pires atrocités. Eux, ils se prennent 70 balles dans la tronche. Et puis vous revenez la semaine prochaine. Voilà. Et puis bonne semaine et bonne année à tous. Donc merci Freud. Hein. Et vous voyez, moi je n'invente rien. C'est le cours donné à l'université. En 3e année. Licence d'art plastique, CNED. Hein, c'est l'université. C'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais bon, là, de toute façon, je vous apprends rien. Attendez, j'essaie de faire le zoom. Voilà. Donc, à un moment, j'invente pas. Hein. C'est eux. Hein. Ils écrivent ça dans semestre 1. Hein. Dans leur truc. Hein. Vous voyez? J'invente rien du tout. La théorie freudienne de la libido. Ah mais je vous jure, hein, dans quelques années, mais nos enfants, ils vont regarder cette vidéo, ils vont rigoler, ils vont faire, mais vous êtes sérieux, vous apprenez à l'université le sexe, quoi, la libido, tout ça. Bah ouais. Mais en fait, avant même d'avoir fait les cours sexuels aux enfants à la maternelle, ils sont attaqués à l'université. Hein. Ils se sont attaqués à la conscience de nos parents. Hein. Ils sont rentrés dans les couples, dans les pratiques sexuelles des gens. Hein. Et alors, comment se fait l'installation de cette petite cure qui n'est pas censée vous soigner, mais faire une recherche de votre inconscient, de votre mémoire et tout? Ça se passe comment? C'est marqué ici. Une fois ces entretiens préliminaires effectués, donc en fait vous rencontrez la personne, etc., les termes d'un véritable contrat vont définir la durée, le nombre et le tarif des séances. Donc vous voyez, il n'y a même pas de truc prédéfini. Hein. C'est à la tête du client. À l'époque de Freud, la durée des séances était d'1 heure et leur rythme était de 6 fois par semaine. Aujourd'hui, dans une cure classique, la durée habituelle des séances est de 45 minutes. Moi, je dirais 30 minutes. Hein, à raison de 3 séances hebdomadaires. La fixité et la régularité du cadre spatio-temporel contribuent à assurer une structure ou une restructuration psychique. Bah, en quoi? En quoi, vu que vous n'êtes pas censé vous guérir? Donc, non, c'est surtout que ça leur assure une structure financière. C'est surtout ça. Ayant une fonction contenante, une fonction d'enveloppe sécurisante qui permet le colmatage, la restauration d'un narcissisme trop tôt blessé. Donc déjà, il part du principe en fait que c'est parce que vous êtes blessé dans l'enfance. Hein, c'est pour ça qu'en fait vous avez besoin de parler à quelqu'un. Et ensuite, en fait, ils fonctionnent comme une secte. Hein. Ils vous disent quand vous devez venir, combien de fois vous devez venir, ce que vous devez payer. Et ils vous font croire que vous êtes quelqu'un de blessé. Ils détruisent dans un premier temps aussi vos repères, etc. En vous en construisant d'autres. Ce qui fait que vous êtes dans un cadre. Dans un cadre que certaines personnes ont du mal à quitter. Ils ne peuvent pas envisager de concevoir leur vie sans la psychanalyse, sans les magazines psychologiques, sans tout ça. Et alors, il y a un gros scandale, une escroquerie énorme dans tout ça. C'est que même si vous venez pas, vous payez.
Alors ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Je sais pas, vous avez l'habitude de prendre votre baguette toutes les semaines chez le boulanger. La semaine où vous venez pas, vous devez quand même payer la baguette. Bah non. Bah chez Freud, oui. Chez Freud, oui. Une cure psychanalytique, c'est la garantie d'avoir un espace-temps à soi, d'avoir un espace-temps où se retrouver, se découvrir, s'inventer peut-être. Par suite, on comprendra. On, non, on, peut-être le client comprendra qu'une séance, même manquée, est due. Tout comme un loyer doit être honoré, même quand le locataire part en vacances. Mais l'usage veut que les vacances de l'analysant et du psychanalyste s'accordent à peu près. Voyez? Donc, en fait, déjà, vous allez être soumis aux vacances de votre psychanalyste, évidemment. Hein. Mais c'est surtout que même si vous venez pas, vous devez payer. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Comment les gens, ils ont pu rentrer là-dedans? Soi-disant, pour vous libérer, vous devez payer quand vous venez pas. Vous êtes malade, vous êtes chez vous, vous pouvez pas aller voir le psy. Ben, vous payez le psy. Ça va vous aider à guérir. Vous vous rendez compte? Hein? Vous avez une grippe chez vous, vous pouvez pas aller voir le psy? Eh ben, le psy, psychologiquement, il vous dit non, mais c'est pas grave, paye-moi parce que ça va t'aider psychologiquement à guérir. D'accord. Double peine, en fait. Vous êtes déjà malade de la grippe et en plus, votre psy, il vous arnaque, il vous escroque. Alors ensuite, dans le cours, on apprend en fait que Freud plaquait l'inconscient sur des traumatismes, sur tout ça, ça lui suffit pas. Il faut aussi qu'il s'attaque au rêve. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supposer qu'en fait, dans le rêve, il y a deux contents, il y a deux contenus. Il y a le contenu de ce que vous pouvez raconter à vos proches, de ce que vous vous souvenez de vos rêves, et un contenu inconscient, voilà, qui correspond comme toujours à un désir, hein, évidemment, à un désir inconscient. Et donc, c'est cet inconscient-là, en fait, qui va produire le rêve. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours vos pulsions libidinales qui produisent tout chez vous, en fait. Voilà. Avec Freud, la raison a totalement disparu. Il n'y a que le sexe et qu'il n'y a que les pulsions qui l'intéressent. Et voyez, le prof lui-même le dit, hein. Je n'invente rien. Le rêve est donc pour Freud la réalisation imaginaire et déguisée d'un désir inconscient. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à des termes comme, par exemple, dans la théorie libidinale que j'ai analysée juste avant, on utilisait le terme de déplacement, non pas de déplacement, d'identification et de projection. Là, pour la théorie des rêves, on va utiliser d'autres termes autour desquels on va tourner toute la théorie, sans jamais rien prouver. Hein. Le déplacement, la condensation, la figuration et l'élaboration secondaire. Alors vous allez constater toute l'incohérence de la théorie, mais surtout le plus grave, c'est qu'à partir de tout ça, il a été produit tout un tas de disciplines travaillant autour des rêves, travaillant autour du sommeil, etc. Et sans jamais revenir du coup sur les causes matérielles et empiriques de ces troubles du sommeil, par exemple. Et ces troubles, pourquoi il y a des gens qui ne rêvent plus aussi, par exemple. Sans jamais nous remettre en question sur, par exemple, les effets des médicaments, etc. Alors voyons voir, je ne vais peut-être pas tout vous faire, mais je vous en fais quelques-uns parce que c'est quand même hyper intéressant. Hein. Le déplacement, voilà un des termes hyper intéressants, le déplacement opère des modifications d'attribution, des brouillages de pistes, procédant souvent à des renversements ou à des inversions. Alors déjà, si vous arrivez à comprendre quelque chose, c'est bien. Hein. Et heureusement, il nous donne des exemples parce que sinon, on ne comprendrait pas bien ce qu'il raconte. Hein. Un désir intense sera représenté par un détail absolument insignifiant et anodin. Un désir agressif par un geste tendre. Une scène violente par une scène calme. Voilà. Donc en fait, c'est les inverses, quoi. C'est les incohérences. Voilà. Mais où sont les preuves de tout ça? Où Freud expose les preuves? Il n'y a aucune preuve. Donc je continue. La condensation opère des... Alors ça, c'est un autre terme hein, qu'ils utilisent. Donc la condensation, c'est quoi un peu près dans sa définition? La condensation opère des superpositions et des compressions d'éléments hétéroclites.
Certains tableaux de Magritte comportent de telles condensations. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. Ils nous prouvent leur théorie grâce à quoi? À quelques éléments dans un tableau. Et généralisent ça à l'humanité. Un objet ou un personnage est comme soudé ou greffé à un autre objet ou à un autre personnage. Voilà. Alors, du coup, les tableaux de Dali, c'est hyper important à analyser. Hein. Après, vous avez la figuration, correspond au mode d'expression du rêve. C'est en effet par l'image que le désir est figuré. Il y a donc une transposition opérée du plan des mouvements inconscients au plan de la figuration plastique. Le rêve évolue en effet dans le registre des représentations de choses plus archaïques que celui des représentations des mots. Ça veut rien dire. Vous vous rendez compte ce que le prof, il écrit quand même. Il va de soi que le langage des images opère une mise en forme des désirs inconscients, ne restitue pas tel quels ces désirs. Donc du coup, s'il les restitue pas comme ça, comment est-ce qu'on pourrait les savoir alors, hein? Et ça, c'est la grande question qu'on a posée à Freud depuis le début, hein, en lui disant, mais attendez, si tout ça c'est inconscient, ça nous est pas connu, comment vous avez fait vous pour le savoir? Hein? Hein? Hein, Freud? Là, tu réponds quoi? Hein? Tu peux même pas me dire, ah bah c'est l'Esprit Saint. Ah bah non, ah bah tu l'as pas. Là, c'est embêtant. Hein? Après, enfin, on a l'élaboration secondaire. Représente dans une certaine mesure une intervention de la pensée préconsciente dans le travail du rêve. C'est au compte de l'élaboration secondaire qu'il faut placer la continuité logique et la cohérence des séquences du rêve. Alors déjà, ça a prouvé ça, parce que la continuité logique et la cohérence des séquences du rêve, si quelqu'un peut me dire si tous ces rêves sont tout le temps dans la continuité logique et la cohérence, parce que moi, c'est pas le cas. Hein. Et franchement, moi, je rêve beaucoup, et je vous jure que des fois, c'est loin d'être dans la continuité logique et dans la cohérence des séquences. Hein. Ah, je me retrouve des fois dans des situations, c'est loin d'être cohérent. Hein. Et moi, l'aspect libidinal, je l'ai pas trop. Alors, vous voyez, je sais pas où Freud il a vu ça. Hein. Non, moi, s'il y a du libidinal, je le vis en vérité, quoi, dans la vraie vie. Mais mes rêves, non. Moi, dans mes rêves, je fais des trucs extraordinaires. Je vole, je fais des trucs de malade. Je m'amuse pas à faire des partous dans mes rêves. Hein. Excusez-moi, mais parce que Freud, c'est vraiment ça. Hein, donc, voilà. Sans cette opération de finition, le rêve serait vraisemblablement chaotique, brouillon à l'extrême, peu énonçable. Mais c'est ce qu'est un rêve. Il est chaotique dans la plupart du temps. Hein. Il est brouillon à l'extrême. Il est peu énonçable. Moi, j'ai des textures. Je me rappelle, j'ai fait des rêves avec des textures au niveau de l'image. Elles sont non verbalisables. Je ne peux pas. C'était entre l'aquarelle et la pastel. Mais en même temps, c'était animé. Et en même temps, c'était... Enfin, voilà, non. Et je me rappelle, il y a d'autres fois où j'ai fait des rêves où c'était plus comme des films avec une texture beaucoup plus réaliste. Donc, non, on peut pas, je suis désolée. Et puis, je pense pas qu'on puisse généraliser ça, qu'il soit vraiment un élément très intime qui nous est donné en lien avec notre divinité. Hein. Les gens qui sont très spirituels ont tendance à beaucoup rêver, tandis que les gens qui sont pas très spirituels, en général, ils s'en souviennent pas déjà parce qu'ils font pas attention le matin. Ils sont pas forcément éveillés encore à ce qu'ils ont rêvé. Hein. Puis comme je vous disais, avec toutes les doses de médicaments qu'on se prend aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un sommeil naturel. Hein. Moi, je sais que dès que j'ai mal à la tête ou quoi, je préfère ne rien prendre du tout. Hein. J'attends. Hein. Et puis ça finit par passer. Hein. Mais je me drogue pas aux médicaments à longueur de temps, quoi. À l'aspirine à longueur de temps. Donc, la théorie freudienne, je vous l'ai exposée. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Parce que c'est toujours pareil. Hein, c'est la sexualité humaine. La psychanalyse freudienne est indissolublement liée à la théorie de la libido désignant l'aspect psychique de la sexualité humaine. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qui est fantasme, etc. Donc, stade oral toujours, stade anal, stade phallique.
Voilà, c'est toujours les mêmes choses. Hein, donc, ça, je vous l'analyse pas. Hein, le stade génital, pareil. Voilà. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de passer à la méthode et la pratique de la psychanalyse de l'œuvre. Ça veut dire toute cette théorie-là qui nous ont appris sur tout un chapitre, sur tout un semestre. Hein. Ça, c'est le premier. Ça, c'est. Alors, sur toute l'analyse, là. Hein, du premier semestre et l'analyse du deuxième semestre. Donc, voyons voir un peu ce que nos chers professeurs nous ont appris durant l'année. Alors ça, je ne sais plus exactement. C'était quelle année? Il me semble que c'était 2013-2014, mais comme ils n'ont même pas marqué l'année dessus, je ne sais plus. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'était là, hein, c'était récemment. Donc passons à l'élément méthodologique de comment nous allons travailler du coup pour avoir notre licence, pour pouvoir travailler dans cette société et puis pour pouvoir manger, payer un appartement, etc., les impôts, tout le petit plaisir de notre société. Donc, même si un rêve se présente souvent sous forme de tableau, cela ne signifie pas pour autant qu'un tableau puisse être appréhendé exactement comme un rêve. Un rêve, comme nous l'avons vu plus haut, n'a de sens que par l'apport des libres associations du rêve. Or, une peinture ne parle pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, on va utiliser la même méthode que dans le rêve. C'est-à-dire par la libre interprétation incohérente de tout à l'heure, d'éléments qui paraissent être... mais en fait ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. Alors ça, c'est la théorie freudienne. Hein. Me demandez pas d'être plus clair ou... je peux pas. Je peux pas parce que c'est le fait de la théorie freudienne. C'est les choses qui apparaissent ne sont pas ce qu'elles sont, ce qu'elles paraissent être. Donc, il est toutefois possible de considérer la distribution des figures, des formes et des couleurs comme une libre association sensible, matérielle et figurative, ou seulement sensible et matérielle dans le cas de la non-figuration. Donc en fait, on va prendre les éléments et puis on va parler sur eux, voilà, de manière très libre, et avec un maximum de penchants libidineux. Il est donc impératif dans le premier temps de l'approche psychanalytique de l'œuvre picturale de décrire les éléments plastiques et iconographiques du tableau. Voilà, déjà donc on va partir de l'analyse plastique. L'attention aux éléments plastiques et iconographiques constitue la base de l'étude psychanalytique d'un tableau. Et c'est ce jeu des éléments picturaux qu'il s'agit de faire parler sur le plan psychanalytique. Vous voyez, donc on va prendre des éléments et on va les faire parler sur le plan psychanalytique. D'accord? Et plan psychanalytique qu'on a vu qui est libidineux. Donc, c'est important hein, par la suite. C'est l'œuvre accomplie dans l'ici et le maintenant de son apparition qui s'offre à l'analyse. Donc, ça veut dire qu'on va prendre même dans l'anachronisme, on va prendre des œuvres, on va les sortir de leur contexte et puis on va se les approprier et puis on va en faire une analyse comme ça. Les informations érudites apportées par l'histoire de l'art ou par l'histoire ne sont évidemment pas négligeables. La méconnaissance du contexte culturel conduit la plupart du temps à des anachronismes ou à des faux semblants. Vous avez bien lu, hein? Voilà. Donc, normalement, c'est l'inverse. Hein? Justement, c'est la connaissance donc, qui nous permet de restituer l'œuvre dans l'ici et le maintenant, mais à partir de la connaissance historique. Mais là, justement, on va s'en détacher. C'est l'œuvre accomplie dans l'ici et le maintenant de son apparition qui s'offre à l'analyse. Mais même si tout ça, ça va nous servir, et même si le professeur reconnaît que la méconnaissance du contexte culturel peut être une lacune, peut être un problème, il conduit la plupart du temps à des anachronismes et à des faux semblants, Meyer Shapiro a ainsi pu révéler certaines erreurs de Freud à propos de Léonard de Vinci. Il faut le souligner, une fois encore, psychanalyse de l'œuvre et histoire de l'art sont dans un rapport complémentaire. On est d'accord, hein, jusqu'ici. Hein. Donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi par la suite, ils vont analyser des œuvres de la Renaissance en les enlevant justement de ce contexte historique-là. Alors que Freud lui-même, on lui a reproché des erreurs sur Léonard de Vinci. Donc,
à un moment... et justement, si on lui a reproché des erreurs, il faudrait lui reprocher toutes les erreurs. Dans la peinture figurative, presque jusqu'à la fin du XIXe siècle, le tableau se réfère à un récit, mythologie biblique, historique, événementielle, qu'il est utile de connaître. Ah oui, qu'il est nécessaire de connaître. Hein. Il n'en reste pas moins que l'étude psychanalytique d'une œuvre doit impérativement se fonder sur le visible, c'est-à-dire sur les éléments plastiques et iconographiques. Cela conduit le socle de l'analyse. Vous voyez ? La priorité, quand même, c'est ce qu'on voit, en fait. Par la suite, c'est encore le regard qui doit guider l'imagination interprétative. Il ne s'agit jamais de projeter nos fantasmes personnels et de délirer sur les images. Ah bon ? Ah bah, vous allez voir ce qu'ils font pourtant par la suite, hein. Nous devons toujours parler sous le contrôle du visible. Retenez bien cette phrase. Nous devons toujours parler sous le contrôle du visible. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je vous montre mes sources. Enfin, tout comme pour la cure psychanalytique où la question de l'indication thérapeutique est essentielle, la question du choix de l'image à analyser est déterminante. Toute œuvre ne présentant pas le même degré d'affinité avec l'approche psychanalytique. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah oui. Parce qu'il il faudrait trouver des éléments libidineux dans le tableau. Hein. Donc passons concrètement aux épreuves qu'on nous demande de faire et l'exemple d'épreuve. Alors nous avons eu droit à l'étude psychanalytique d'œuvres de La durée poignardée de René Magritte. Et alors je vous lis juste quelques passages pour que vous puissiez voir comment se tourne l'analyse concernant cette œuvre-là, sur laquelle je n'ai rien à dire. Au contraire, je pense que ça passe bien et c'est bien dans la chronologie par rapport à la mentalité de Freud, des œuvres qui sont produites à cette époque-là, au XXe siècle, etc. Donc là, j'ai rien à dire. Mais justement, c'est pour comparer avec ce qui suit. Donc c'est l'œuvre accomplie et elle seule, dans son autonomie, dans sa présence formelle, chromatique, picturale, iconographique, scénographique, qui est à prendre en considération. Donc là, franchement, je suis d'accord avec par rapport à la cohérence de l'œuvre, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, sans ce surgissement incongru de la machine à vapeur, là on fait l'analyse donc du tableau, le tableau relèverait de la banalité tranquille et se réduirait à une vue sur un appartement, plus exactement à une vue sur un fragment d'appartement, un peu vide, pour un appartement bourgeois de la fin des années 30, un peu désaffecté, et où la soustraction de la présence humaine pourrait générer un léger malaise, une appréhension indéterminée, semblable à ce que l'on ressent face à certaines toiles de De Chirico, où les perspectives sont désertées et les espaces inhabités. Donc vous voyez, c'est une analyse qui est plutôt correcte. Enfin, je veux dire, bon, il n'y a rien de choquant, voilà. On voit les images, les métaphores, etc. Dans le tableau de Magritte, tout est pourtant sage, comme une image, trop sage peut-être. Les couleurs sont unies, sans éclat. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exemple d'analyse qui est correcte et qui est tout à fait recevable. On trouve même des termes assez élogieux, comme ainsi, comme dans un rêve, une substitution s'opère, où une locomotive vient prendre la place du poêle ou de l'appareil de chauffage qui devrait s'y trouver. Le chauffage à charbon, comme la locomotive à vapeur, produisent de la fumée, mais dans des espaces distincts. Espace intérieur de la maison pour le premier, espace extérieur du voyage pour le second. Cette confusion des frontières entre extérieur et intérieur est bel et bien propre à l'imaginaire du rêve et de l'inconscient. Voyez, donc là, on valorise l'œuvre comme étant rentrée tout à fait dans le contexte de l'imaginaire, de l'inconscient, de la théorie freudienne. Mais en réalité, là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on fait une projection et une identification. On projette le projet de Freud sur la toile de Magritte et on assimile les deux, en faisant croire à une cohérence entre les deux. Donc, vous voyez, dans la première analyse, on a une description tout de même assez correcte et qu'on pourrait qualifier de convenable pour la matière. Même si on a toujours, par rapport au cours, des phrases assez étranges, comme cette phrase-là. Une description instruite par quelques données de la théorie psychanalytique de la sexualité
permet donc de parvenir à une certaine intelligibilité interprétative. Donc en fait, votre devoir il va devenir plus intelligible si vous parlez de la théorie psychanalytique. Donc, vous voyez, c'est subtil, mais c'est ça que ça veut dire en gros. Une description instruite par quelques données de la théorie psychanalytique. Donc, si vous faites un devoir avec quelques théories psychanalytiques de la sexualité, cela permet de parvenir à une certaine intelligibilité interprétative, mais en réalité du devoir. On va vous comprendre. Mais après, on vous dit quoi? Mais il peut arriver que le savoir convenu, préconçu, fasse écran malgré soi à l'image vue. Voilà. Le savoir convenu. C'est quoi le savoir convenu? Préconçu. Qui fasse écran malgré soi à l'analyse. En réalité, c'est votre culture. C'est la morale. Le savoir convenu. La convenance. C'est quoi? C'est ça? C'est la raison qui vous freine dans ce genre de délire. Et c'est ça le frein en réalité dont parle Freud. Parce que regardez par contre par la suite, écoutez bien ce que je vous lis. Mais il peut arriver que le savoir convenu, préconçu, fasse écran malgré soi à l'image vue. Et c'est ce qui pourrait bien marquer cette première étape de notre analyse. Car un examen un peu plus attentif du dispositif d'emboîtement de la cheminée et de la locomotive nous oblige à récuser l'hypothèse de la métaphore de la relation sexuelle. Vous voyez? Comment il projette de la sexualité sur un tableau. La machine à vapeur ne se retire nullement de la cheminée après l'avoir pénétrée. Elle en sort. La direction de la fumée ne laisse planer aucun doute à ce sujet. Vous voyez? Il pose en postulat une interprétation sexuelle des œuvres. Et c'est ça qu'ils apprennent à faire à l'université. C'est ça qu'on apprend à faire à l'université. Sachez-le, c'est un témoignage concret de ce qui se passe. Et c'est comme ça en tout. Hein. Moi, j'avais une professeure de droit. Elle refusait de dire, par exemple, en 1480 après Jésus-Christ. Elle refusait de dire ça, ça lui piquait la langue. Elle était obligée de dire de notre ère. En 1400 et quelques de notre ère. Elle refusait systématiquement, et on le voyait bien parce que ça s'entendait. Elle s'arrêtait, elle disait de notre ère. Elle refusait de dire ça. Et il y avait une discrimination insistante et persistante de la civilisation chrétienne, en dénigrant sans cesse l'ancien régime. Et les coutumes, et la façon de faire, et toujours en faisant passer le peuple pour des pouilleux, pour des gens incultes, alors qu'il y a eu des érudits. Ils ont quand même traduit la Bible du grec au latin. Quand même, à un moment, faut arrêter quand même. Et Dieu latin en toutes nos langues. Bon. Et tout est remis en question, partout. Mais c'est une catastrophe ce siècle. On va aller jusqu'où comme ça, là, dans la déconstruction culturelle? On va laisser quoi à nos enfants? Hein? C'est pas la télé qui va perdurer dans les siècles à venir. Hein. Et tous ces cours-là, ils vous incitent à chercher le non-sens, la non-raison, la non-logique. Et en vous citant des tas d'auteurs. Regardez, ces rencontres... Alors, Magritte a affectionné tout particulièrement cette connexion d'éléments incongrus. Par exemple, la cheminée avec un train. Allez voir ce tableau, vous allez voir, vous allez comprendre. Ces rencontres chocs qui réunissent jour et nuit, paysages et objets de la vie quotidienne, vers et nuages, trombone et feu, visage et fruits, visage et oiseaux, animaux sauvages et espaces citadins, automobiles et cheval superposés, choses et mots décalés, suggèrent, comme le dit et souligne Daniel Abadi, un ordre mystérieux, mais qui, selon Magritte, interdirait à la pensée de se satisfaire des interrogations que l'on pourrait poser et des réponses que l'on pourrait leur trouver. Vous voyez ? C'est insatisfaisant du point de vue des interrogations et des réponses. Donc c'est une culture vide en fait. On nous parle du vide, de l'incohérence des choses. Mais que l'on mette toutes ces créations dans l'anathème.
La mise en scène de l'énigme n'appellerait donc aucun décryptage. Donc du coup, que l'on arrête d'en parler. Ils le disent, la mise en scène de l'énigme n'appellerait donc aucun décryptage, aucune explication, aucune résolution d'ordre intellectuel ou même affective. L'énigme serait vouée à un infini déploiement de la moindre tentative d'interprétation. L'énigme serait vouée à un infini déploiement que la moindre tentative d'interprétation annihilerait. C'est très fort ce qu'il dit, hein. Ça explique tout à fait notre condition intellectuelle vis-à-vis de l'art et vis-à-vis de tout, dans notre incapacité à juger par rapport à la raison, vu que ces œuvres-là n'appellent pas la raison. Elles ne peuvent pas être comprises par la raison. Et cette phrase-là, elle dit quoi aussi? Elle dit en substance qu'en réalité, il n'y a plus de point d'accord commun possible. Parce que plus chacun essaie d'interpréter à sa sauce, et plus le tableau, en fait, n'a plus d'interprétation. Parce qu'en fait, personne ne trouve de point commun sur lequel fixer son jugement et se mettre d'accord. Parce que chacun a son point de vue. Parce que chaque élément incohérent nous fait penser à des choses incohérentes et totalement différentes les unes des autres. Donc c'est pour ça que c'est important. Parce qu'ils disent bien l'énigme du tableau, tout ça, serait voué à un infini déploiement d'interprétation, voilà, que la moindre tentative d'interprétation annihilerait. Plus vous essayez d'en faire l'analyse, et plus vous participez à cette production d'analyse qui produit que vous ne pouvez pas en faire l'analyse. Parce que chacun a son analyse. Donc c'est un conflit intellectuel permanent, aussi bien dans l'art